Commençons par aborder cette envie constante de surveiller chacun de ses faits et gestes, et la façon dont cela affecte ta tranquillité d'esprit. Laisse-moi deviner. Tu es en train de fixer son statut actif il y a 2 heures, pour la 15e fois aujourd'hui, n'est-ce pas? On est tous passés par là. C'est ce moment pesant où tu réalises que tu as envoyé 7 messages consécutifs et qu'il n'en a envoyé exactement aucun. Tu connais ce sentiment de vide quand tu te surprends à vérifier s'il a regardé ta story, aimé la photo de quelqu'un d'autre, ou, pire encore, à voir qu'il est en ligne, mais qu'il ne t'a pas répondu. Voici le truc. Personne ne dit que ton côté collant n'est pas vraiment une question d'amour. C'est une question de peur. Et cette peur te transforme en détective relationnel qui ferait honte à Sherlock Holmes. Tu analyses les temps de réponse, tu comptes le nombre d'emojis et tu crées des feuilles de calcul mental de son activité sur les réseaux sociaux. D'accord? Peut-être pas de vrais tableurs, mais ceux qui sont dans ta tête comptent vraiment. Le plus dur, c'est que plus tu serres fort, plus la personne te glisse entre les doigts. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ton poing. Plus tu serres, plus elle s'échappe vite. Tes vérifications constantes, tes doubles messages et ton besoin désespéré d'être rassuré ne vous rapprochent pas. Cela construit un mur invisible entre vous. Mais voici le moment décisif. Reconnaître ces schémas est ton premier super-pouvoir. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Et cette prise de conscience est précisément là où commence ta transformation. Maintenant, plongeons dans le piège mental qui déforme ton sens du temps et de la réalité. Chapitre 1. La spirale de l'anxiété. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Et soudain, tu planifies tes propres funérailles, parce qu'il est évident qu'il rédige un message de rupture. Est-ce que ça te parle? Cette spirale d'anxiété liée aux SMS, où 2 minutes semble durer 2 heures, et où ton cerveau crée 17 scénarios catastrophes différents. D'abord, il écrit, puis il s'arrête. Est-ce qu'il écrivait quelque chose de méchant? A-t-il changé d'avis? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Ton esprit devient complotiste, et chaque réponse tardive est une preuve de trahison. Voici le schéma. Tu envoies un message. Il ne répond pas immédiatement. Ta poitrine se serre. Tu vérifies s'il a été en ligne. Oui. La panique s'installe. Tu envoies un autre message. Un truc décontracté du genre « Coucou, tu es là ?» Mais intérieurement, tu hurles. Puis vient l'inondation. 3 messages de plus pour expliquer, s'excuser ou, pire encore, s'énerver de son silence. Mais si je te disais que la plupart des gens ne t'ignorent pas. Ils vivent juste leur vie. C'est un concept révolutionnaire, non? Parfois, ils conduisent, parfois, ils travaillent, ou parfois, ils ont vu ton message et se sont dit « Je répondrai quand je pourrai y accorder toute l'attention nécessaire », ce qui est en fait une bonne chose. La vérité qui te libérera est celle-ci. Son temps de réponse n'a rien à voir avec ses sentiments pour toi. Rien. Zéro. Ton anxiété te ment et il est temps de démasquer son bluff. Pour réparer le présent, nous devons examiner les schémas psychologiques de ton passé. Chapitre 2. L'attachement. 101. Ton cerveau fait tourner un logiciel écrit quand tu avais 5 ans, et il est temps de faire une mise à jour. Bienvenue dans la théorie de l'attachement. En gros, c'est pourquoi certains d'entre nous se transforment en velcro humain dans les relations. Si les adultes de ta vie étaient imprévisibles quand tu étais petit, ton cerveau a appris que l'amour va et vient sans prévenir. Parfois, il est là, parfois, il disparaît. Alors, que fait le petit toi? Tu deviens hyper vigilant au moindre signe. Tu deviens un présentateur météo émotionnel, guettant constamment les tempêtes. C'est là que ça devient fou. Ton cerveau d'adulte fait toujours tourner ce vieux programme de l'enfance. Quand quelqu'un ne répond pas à un message, ton corps ne pense pas qu'il est occupé. Il pense « on m'abandonne » et appuie sur le bouton panique. Tout ton système est inondé de stress, comme si tu étais en danger réel, sauf que le danger n'est qu'un message sans réponse.
Voici la partie hallucinante. Quand tu te sens rejeté, ton cerveau réagit de la même manière qu'à une douleur physique. C'est pourquoi le rejet fait littéralement mal. Ton cerveau ne peut pas faire la différence entre un os cassé et un cœur brisé. Les deux ressemblent à un danger exactement de la même façon. Mais voici la vérité libératrice. Ces schémas ne sont pas permanents. Ce ne sont que des habitudes, et les habitudes peuvent être changées. Ton cerveau peut réellement se recabler. Chaque fois que tu te calmes au lieu de partir en vrille, tu crées littéralement de nouveaux chemins dans ton cerveau. Tu mets à jour cette vieille programmation de l'enfance un instant après l'autre. Comprendre la cause profonde nous permet de voir comment ces premières années dictent encore tes réactions aujourd'hui. Chapitre 3. Le lien avec l'enfance. Ce petit enfant en toi attend toujours devant la porte, se demandant si l'amour rentre à la maison aujourd'hui. Parlons de la raison pour laquelle ton toi adulte se transforme en koala collant. Quelque part dans ton passé, l'amour semblait incertain. Peut-être qu'un parent était émotionnellement indisponible. Peut-être que l'affection était soumise à des conditions. Peut-être que quelqu'un d'important est parti et que personne n'a expliqué pourquoi. Ton cerveau d'enfant a pris une décision. Si je m'accroche assez fort, il ne partira pas. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Ton partenaire met quelques heures à répondre, et soudain, tu n'es plus un adulte avec un travail et des responsabilités. Tu es à nouveau cet enfant effrayé. Ton enfant intérieur prend le volant et commence à conduire ta relation droit vers la ville de l'anxiété. Population, toi, rafraîchissant frénétiquement tes messages. Mais voici ce que ce petit enfant effrayé ne sait pas. Tu n'es plus impuissant. Tu as des ressources que cet enfant n'avait pas. Tu peux t'auto-apaiser. Tu peux rationaliser. Tu peux reconnaître que quelqu'un qui a besoin d'espace ne signifie pas qu'il part pour toujours. C'est juste de l'espace. Le secret de la guérison est que tu dois devenir le parent dont cet enfant intérieur avait besoin. Quand l'anxiété monte, au lieu de chercher ton téléphone, cherche à l'intérieur de toi. Dis à cette partie effrayée de toi, « Tout va bien, on est en sécurité. L'amour ne s'en va pas. Et même s'il partait, on survivrait parce que tu l'as déjà fait. » Regarde-toi, en train de regarder ceci, de grandir et de guérir. Ce petit enfant serait si fier. Il est temps de briser le cycle addictif de la surveillance numérique qui alimente ta panique. 5. Chapitre 4. Rompre le cycle de la vérification. Tu vérifies sa dernière connexion, comme s'il s'agissait des prévisions météo. Sauf que ces prévisions ne prédisent que des tempêtes émotionnelles. Le cycle de vérification est comme une machine à sous pour l'anxiété. Tire le levier, rafraîchis son profil, et peut-être que tu gagneras, il pense à toi, ou peut-être que tu perdras. Il est en ligne, mais t'ignore. Dans tous les cas, ton cerveau devient accro à la poussée. Vérifie Instagram, il a posté une story. Vérifie WhatsApp, en ligne il y a 5 minutes. Tu es devenu un détective privé numérique, et ta seule affaire est de te rendre fou. Voici le schéma exposé. L'anxiété monte, tu vérifies, tu obtiens un soulagement temporaire, puis l'anxiété revient plus forte et tu vérifies à nouveau. C'est comme gratter une piqûre de moustique. Ça fait du bien pendant 2 secondes, puis ça démange plus qu'avant. Ton cerveau commence à réclamer la prochaine vérification, la prochaine dose d'information qui pourrait apaiser tes craintes. Mais et si tu traitais ton téléphone comme un toxicomane en sevrage traite ses déclencheurs? Ça veut dire des limites, mon vieux. Désactive les confirmations de lecture. Désactive le VUA. Retire les applications de ton écran d'accueil. Rends la vérification plus difficile que le fait de ne pas vérifier. Ton anxiété fera une crise de colère au début. Laisse-la faire, comme un tout petit dans un magasin de jouets. Elle criera plus fort avant de renoncer. La formule de la liberté est celle-ci. Chaque fois que tu ne vérifies pas,
tu renforces la confiance en toi. Pas la confiance qu'il répondra, mais la confiance que tu iras bien dans tous les cas. C'est la vraie relation qui nécessite du travail. Celle avec toi-même. Découvre pourquoi trouver ton propre équilibre est en fait la meilleure chose pour ton couple. Chapitre 5. Le paradoxe de l'indépendance. Voici le rebondissement relationnel auquel personne ne s'attend. Plus tu es complet seul, meilleur tu es ensemble. Pense-y. Quand tu t'accroches désespérément, quelle énergie apportes-tu? Le besoin, la peur, le désespoir. C'est comme arriver à un repas partagé avec une assiette vide, en espérant que tout le monde te nourrisse. Mais quand tu vas vraiment bien tout seul, tu deviens un choix, pas une nécessité, et cela change tout. L'indépendance ne consiste pas à n'avoir besoin de personne. C'est être une personne entière qui choisit de partager sa vie, et non quelqu'un avec un trou en forme de personne qu'il essaie désespérément de combler. Quand tu as tes propres loisirs, tes amis et ton but, tu apportes de la richesse à la relation au lieu d'un vide qui a besoin d'être constamment rempli. Regarde ce qui se passe quand tu arrêtes de faire de l'autre ta seule source de bonheur. Soudain, il n'est plus responsable de tout ton état émotionnel. La pression retombe. Il peut passer une mauvaise journée sans que tu partes en vrille. Il peut avoir besoin d'espace sans que tu paniques. Il peut être humain sans que tu dramatises. La vérité magnétique est que les gens sont attirés par ceux qui les désirent, pas par ceux qui ont besoin d'eux. Quand tu profites sincèrement de ta vie, tu deviens sincèrement agréable à côtoyer. Ce n'est pas jouer les inaccessibles, c'est être difficile à oublier parce que tu es tellement intéressant tout seul. Apprends à fixer les limites saines qui protègent ta paix et ta relation. Chapitre 6. Camp d'entraînement aux limites. Les limites ne sont pas des murs qui empêchent l'amour d'entrer, ce sont les portes qui laissent entrer l'amour sain. Détruisons le plus grand mythe sur les limites dès maintenant. Avoir des limites ne signifie pas qu'on s'en fiche. Cela signifie qu'on s'en soucie assez pour construire quelque chose de durable. C'est comme dire « Je nous respecte trop tous les deux pour laisser cela devenir toxique ». Sans limite, les relations deviennent comme des jardins sans clôture. Tout se fait piétiner, y compris les fleurs. Voici ton kit de démarrage pour les limites. Tu n'as pas besoin de répondre aux messages immédiatement. Tu as le droit d'avoir des projets qui ne l'incluent pas. Tes émotions t'appartiennent. Ce n'est pas à l'autre de les régler. Son humeur n'est pas ton urgence. Laisse bien cela pénétrer. Sa mauvaise journée ne t'oblige pas à tout laisser tomber. Son silence n'exige pas ton enquête. Mais, et s'il pense que je m'en fiche? Voici le truc. Si quelqu'un interprète des limites saines comme un manque d'intérêt, il te dit qu'il préfère les dynamiques malsaines, et c'est une information dont tu as besoin. L'amour véritable célèbre ton indépendance. L'attachement toxique la déteste. Le déclic des limites est de commencer petit et de regarder la magie opérer. Ne vérifie pas ses réseaux sociaux pendant une journée. Attends 1 heure avant de répondre aux messages non urgents. Prévois des sorties avec des amis et respecte-les. Chaque limite que tu poses est un vote pour la relation que tu veux vraiment. Une relation basée sur le respect, pas sur le désespoir. Maîtrise l'art de calmer tes propres tempêtes intérieures sans dépendre d'une réponse par message. Chapitre 7. Les super-pouvoirs de l'auto-apaisement. Ton téléphone n'est pas un animal de soutien émotionnel, et il est temps d'apprendre à te réconforter toi-même. Quand l'anxiété frappe, ton premier réflexe est de tendre la main, lui envoyer un message, l'appeler, obtenir l'assurance que tout va bien. Mais c'est comme utiliser quelqu'un d'autre comme gilet de sauvetage émotionnel. Que se passe-t-il quand il n'est pas disponible? Tu te noies dans tes propres sentiments. Il est temps d'apprendre à nager. L'auto-apaisement commence par le corps. Quand la panique monte, ta respiration devient superficielle. Ta poitrine se serre et tes pensées s'emballent. Alors, tu passes d'abord par le physique.
Inspire profondément pendant 4 temps. Bloque pendant 4. Expire pendant 6. Ta respiration est la télécommande de ton système nerveux. 3 de ces respirations et ton corps commence à croire que tu es en sécurité. Vient ensuite le jeu mental. Cette voix qui dit qu'il est probablement avec quelqu'un d'autre ou qu'il perd de l'intérêt? Conteste-la comme un avocat. Où est la preuve? Qu'est-ce qui pourrait être vrai d'autre? Condamnerais-tu quelqu'un sur la base d'un dossier aussi fragile? Ton anxiété est un terrible détective. Elle voit des indices là où il n'y en a pas et ignore les explications évidentes. Le sommet de l'auto-apaisement est de réaliser que tu es ton propre espace de sécurité. Quand tu peux calmer tes propres tempêtes, tu arrêtes de rendre les autres responsables de ta météo. Tu deviens la personne qui peut dire « je vais bien » et le penser vraiment. Et c'est la chose la plus sexy que tu puisses apporter à n'importe quelle relation. Change ton style de communication pour passer de l'interrogatoire désespéré à la connexion authentique. Chapitre 8. Le code de la communication sécure. Arrête de communiquer comme si tu désamorçais une bombe et commence à parler comme si vous aviez confiance l'un en l'autre. La communication collante ressemble à ceci. Est-ce qu'on va bien? Tu sembles distant? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que tu m'aimes encore? C'est un interrogatoire déguisé en conversation. Tu ne communiques pas vraiment, tu cherches une validation constante. C'est épuisant pour tout le monde. La communication sécure est différente. Elle énonce des besoins sans exiger. J'aimerais avoir de tes nouvelles quand tu auras un moment, au lieu de « pourquoi tu m'ignores ?» Tu vois la différence? L'un crée de l'espace, l'autre crée de la pression. L'un fait confiance, l'autre accuse. L'un connecte, l'autre repousse. Voici la règle d'or de la communication. Partage tes sentiments, pas tes peurs. Au lieu de « tu vas probablement me quitter », essaie « je me sens peu sûr de moi aujourd'hui ». Au lieu de 20 messages demandant où il est, essaie « j'espère que tu passes une bonne journée ». Tu es toujours honnête, mais tu assumes tes émotions au lieu d'en faire le problème de quelqu'un d'autre. Le secret de la sécurité est que les questions créent de la distance, tandis que les affirmations créent de la connexion. Arrête l'interrogatoire et commence la conversation. Partage ce qui se passe réellement pour toi sans le rendre responsable de le réparer. Regarde à quel point il répond différemment quand tu ne le coinces pas dans un angle mort émotionnel. Construis une base de confiance qui commence par ta propre assurance. Chapitre 9. Le plan de construction de la confiance. La confiance ne se construit pas en vérifiant son téléphone. Elle se construit en n'ayant pas besoin de le faire. Voici le paradoxe de la confiance qui va recabler ton cerveau. Plus tu vérifies, moins tu as confiance. Chaque fois que tu vérifies sa position, fais défiler ses likes ou analyse ses stories, tu te dis qu'il n'est pas digne de confiance. Tu entraînes ton cerveau à chercher des menaces. On devient ce que l'on pratique. Et tu pratiques la suspicion. La construction d'une véritable confiance commence par une décision radicale. Choisir de croire le meilleur jusqu'à preuve du contraire. Pas une confiance aveugle, mais une confiance consciente. Quand il dit qu'il est fatigué, crois-le au lieu de penser qu'il est fatigué de toi. Quand il a besoin d'espace, aie confiance que c'est à propos de lui, pas de toi. Accorde-lui le bénéfice du doute que tu voudrais pour toi-même. Mais voici l'étape supérieure. Fais-toi d'abord confiance. Aie confiance en ta capacité à gérer une déception si elle arrive. Aie confiance que tu sauras si quelque chose ne va vraiment pas. Aie confiance que tu es assez fort pour partir si tu le dois. Quand tu as confiance en toi, faire confiance aux autres devient moins effrayant parce que tu sais que tu as ton propre soutien. La transformation de la confiance se produit chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la vérification. Tu construis une nouvelle voie neuronale.
Tu recables littéralement ton cerveau pour la sécurité. C'est inconfortable au début, comme d'utiliser ta main non dominante, mais continue de pratiquer. Et bientôt, la confiance deviendra ton réglage par défaut, pas la suspicion. Enfin, embrasse le voyage pour devenir entier selon tes propres termes. Chapitre 10. Le voyage en solo. Tu ne peux pas te trouver dans les yeux de quelqu'un d'autre. Tu dois te regarder dans le miroir. Voici ce que personne ne te dit sur la guérison de la dépendance. Ce n'est pas vraiment une question de relation. C'est une question de relation avec toi-même. Quand tu t'accroches désespérément à quelqu'un d'autre, tu fuis généralement le fait d'être seul avec toi. Mais, et si tu étais en fait une excellente compagnie? Le voyage en solo commence par sortir avec toi-même. Oui, vraiment. Emmène-toi au restaurant. Va voir ce film seul. Passe ton samedi matin à faire exactement ce que tu veux, sans vérifier si quelqu'un d'autre approuve. Découvre qui tu es quand personne ne regarde. Tu pourrais te surprendre. Construis une vie si pleine qu'une relation est la cerise sur le gâteau, pas tout le dessert. Développe des loisirs qui t'animent, cultive des amitiés qui nourrissent ton âme et poursuis des objectifs qui t'excitent. Quand ta vie est riche, tu arrêtes d'essayer de voler la richesse des autres. Le secret du solo est que la relation avec toi-même définit la norme pour toutes les autres relations. Quand tu apprécies sincèrement ta propre compagnie, tu arrêtes d'accepter les miettes des autres. Quand tu connais ta valeur en solo, tu arrêtes de la négocier en couple. Quand tu es entier seul, tu arrêtes de chercher quelqu'un pour te compléter, parce que tu l'es déjà. Voici à quoi ressemble la ligne d'arrivée, une vie définie par la liberté et un amour sécure. Bienvenue de l'autre côté, où l'amour ressemble à la liberté, pas à une prison. C'est à cela que ressemble l'amour sécure. Tu peux passer des heures sans envoyer de messages et te sentir parfaitement bien. Son téléphone peut s'éteindre et tu ne paniques pas. Il peut passer une soirée avec des amis et tu es sincèrement heureux pour lui. Vous partagez vos vies sans vous perdre. Ce n'est pas que tu t'en soucies moins, c'est juste que tu as moins peur. Dans l'amour sécure, l'espace crée la proximité. Le temps passé séparément rend les retrouvailles plus douces. L'indépendance rend l'interdépendance possible. Vous êtes deux personnes entières qui se choisissent chaque jour, pas deux moitiés essayant désespérément d'en faire qu'une. Tu le veux, mais tu n'en as pas besoin, et cette différence transforme toute la dynamique. Le changement de style de vie est complet quand la vérification devient le choix. Au lieu de vérifier compulsivement son activité, tu choisis consciemment la connexion. Au lieu d'exiger une réassurance constante, tu offres une présence cohérente. Au lieu de prendre la température émotionnelle toutes les heures, tu as confiance dans le climat de ta relation. Voici ton moment de remise de diplôme. Tu n'es pas collant. Tu ne l'as jamais été. Tu avais juste peur, et la peur t'a fait serrer trop fort. Mais maintenant, tu sais que l'amour n'est pas quelque chose que l'on agrippe. C'est quelque chose que l'on cultive. Pas en serrant plus fort, mais en lâchant assez de lest pour le laisser respirer. Et quand l'amour peut respirer, c'est là qu'il prend vraiment vie. Le mode de vie de l'amour sécure n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Certains jours, tu retomberas dans tes vieux schémas, et c'est normal. Le progrès n'est pas la perfection, c'est juste être un peu plus serein qu'hier. Et regarde-toi maintenant, 10 chapitres plus tard, déjà transformé. Tu en es capable. Tu l'as toujours été. Si ce voyage au cœur de l'attachement sécure a changé ton regard sur tes relations, n'hésite pas à t'abonner et à liker la chaîne. Nous révélons les vérités émotionnelles qui restent souvent cachées. Bâtissons un avenir de confiance. Notre prochaine plongée dans la psyché humaine ouvrira bientôt.